nous allons passer dans un autre pays, la Côte d'Ivoire, où la stabilité politique a été mise extrêmement à mal, a connu une véritable crise sur une dizaine d'années, avec un épilogue douloureux, mais depuis 2 ans, une personne, au-delà du président de la République, a la charge de construire la vision et le regard qu'on portera sur la Côte d'Ivoire de demain. En 18 mois, la Côte d'Ivoire est l'un des pays d'Afrique qui a reçu le plus grand nombre d'investissements directs ou indirects. Comment ça s'explique? Quelle est la stratégie? Quelle est la vision qui se cache derrière? Monsieur Esmé Emmanuel Essi, le président de la CPC, vous en fait la présentation. Quand on passe après un brillant orateur pareil, je ne sais pas ce que je veux dire encore, mais je me forcerai de pouvoir être à la hauteur. Je voulais commencer par dire merci à mon ami DG de l'APIX. Nous avons l'occasion de partager avec vous cette conviction que nous avons qu'au-delà de l'Afrique, des pays forts sont prêts à recevoir des investissements dans ce monde. Et c'est une donnée inéluctable, c'est un trend irréversible et c'est une réalité que nous souhaitons au quotidien vivre avec vous. Ce n'est pas juste les présentations qu'on fait aujourd'hui, mais sur le terrain, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, c'est une réalité que nous vivons. Alors en Côte d'Ivoire, nous avons... Commence. Excusez-moi, la régie est de l'autre côté, alors... Aujourd'hui, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est marché de plus de 300 millions d'habitants. En 2050, nous serons 600 millions de consommateurs. La Côte d'Ivoire est l'un des centres stratégiques de ce monde-là. 23 millions d'habitants, un climat tropical varié, une terre généreuse, un sous-sol riche en minerais, ce pays est à découvrir ou à redécouvrir. Entouré de 5 pays, le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana. Bordé par 500 km de côte atlantique, c'est depuis son indépendance en 1960 un pays phare. Adepte du libéralisme, le président Alassane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Un pays fort dont le développement entraînera toute l'Afrique de l'Ouest. C'est dans l'agriculture et l'agro-industrie que les économistes relèvent les plus gros potentiels de croissance et d'opportunités. Qu'il s'agisse du vivrier ou de culture de rente, le gouvernement a pour priorité la valorisation des produits agricoles par la transformation locale. Le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, fait vivre des centaines de milliers de planteurs et leurs familles. Les productions agricoles sont multiples, 700 000 tonnes d'huile de palme brute, 450 000 tonnes de noix de cajou, du latex, du café, des fruits tropicaux. La puissance installée atteindra 3000 MW d'ici 2015. Avec ses centrales thermiques et ses barrages hydroélectriques, la Côte d'Ivoire devient un pôle de distribution d'énergie pour toute la sous-région. Les plateformes pétrolières produisent 30 000 barils par jour. Les nouveaux puits, forés en mer, révèlent des indices prometteurs. La Côte d'Ivoire produit 200 000 pieds cubes de gaz par jour. Des campagnes de relevés sismiques se poursuivent en mer. Le potentiel minier est important. Or, fer, manganèse, nickel, bauxite, cuivre, diamant. Entre énergie, mine et pétrole, c'est un portefeuille de projets de 3 milliards de francs CFA qui est proposé à l'investissement. L'industrialisation est au cœur de la stratégie de croissance. Elle est déjà très variée, avec pour commencer la transformation de produits agricoles. Toute une gamme d'industries alimente en produits de grande consommation le marché régional ouest-africain. On trouve ici les géants de la distribution, de la téléphonie et de l'informatique. Banques, assurances, services médicaux, laboratoires, consultance. La nature et surtout les traditions authentiques attirent désormais l'intérêt des professionnels du voyage. L'État ivoirien investit lourdement dans la mise à niveau des infrastructures économiques. Parmi les grands projets, développement du réseau routier dans tout le pays, extension de la zone aéroportière d'Abidjan, doublement des terminaux spécialisés au port d'Abidjan pour les conteneurs, les minerais, les céréales. Modernisation de San Pedro, premier port mondial d'exportation du cacao, et bientôt port minéralier. Création d'une ligne de chemin de fer pour valoriser le potentiel minier de l'Ouest. Ouverture de grands hôpitaux. Construction de logements sociaux.
des chantiers s'ouvrent, attirant les investisseurs de toute origine. Dans les secteurs clés, le gouvernement favorise les partenariats publics-privés. Pour favoriser le climat des affaires, un guichet unique a été créé par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI. Il offre des services pour la création d'entreprises, l'agrément à l'investissement, l'obtention de terrains industriels. Grâce à des mesures concrètes de bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire a amélioré son indice CPIA aux normes de la Banque mondiale. Signe très positif, la Banque africaine de développement ramène son siège à Abidjan. Projetée à 9% en 2013, la croissance du PIB atteindra 10% en 2014. Des opportunités nouvelles apparaissent en tout domaine, la Côte d'Ivoire reprend sa place. Rejoignez la Côte d'Ivoire, c'est un bon investissement. Côte d'Ivoire, le plus prometteur des marchés émergents. Cela donc part d'une ambition de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de faire donc la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et donc c'est sur la base de cette vision que toutes les stratégies donc sont mises en place pour voir réaliser donc cette ambition. Le prochain. Alors, partant de là, la Côte d'Ivoire a développé un business plan que j'aime appeler, parce qu'il s'agit bien de business plan, qu'on appelle le plan national de développement, et qui est évalué à 11 000 milliards de francs CFA et qui devrait, à travers donc, les différents projets structurants qui comprennent donc ce plan, permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir arriver à l'émergence. Et pour cela, la Côte d'Ivoire a pris l'option de faire du secteur privé le pilier de cette croissance et par conséquent de pouvoir mettre en place des éléments principaux, travailler sur l'environnement des affaires, mettre des dispositifs d'incitation à l'investissement, de sorte à pouvoir enregistrer des croissances très fortes. En 2012, c'est 10,4% de croissance réalisée en Côte d'Ivoire. 2013, c'est 9,1%. Et sur la période 2014-2015, c'est 10% que les prévisions donc donnent. L'outil donc a été mis en place pour pouvoir assister à cette mise en place, a été mis en place pour assister le gouvernement dans l'atteinte de cet objectif, c'est le CPICI. Le Centre de promotion de l'investissement, donc créé par décret en 2012, mais je dirais plutôt restructuré parce qu'il existait déjà depuis 1993, a été défini dans ses missions comme étant le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Et il représente, je dis, l'image même du partenariat secteur public, secteur privé, parce que son conseil de gestion est composé d'organes paritaires comprenant le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé représenté par le président du patronat, le président de la Chambre de commerce et le président de l'association professionnelle des banques, et le secteur privé représenté par 3 ministres. Pour dire que ce conseil-là a pour objectif donc de mener les stratégies pour permettre au directeur général donc, de cet organe de les mettre en œuvre. Alors, partant de là, juste quelques éléments, il me reste 6 minutes. Parlant d'environnement des affaires, nous allons simplement dire que les derniers rapports Doing Business qui nous ont été, qui a été promulgués au mois d'octobre dernier, indiquent que nous avons gagné 30 points, 30 places depuis 2012, mais mieux, nous figurons 2 années de suite parmi les 10 meilleurs formateurs au monde. Et comme l'a dit mon ami tout à l'heure, nous figurons parmi aussi les 4 meilleurs formateurs au monde, juste avant le Sénégal. Donc je crois que ça mérite d'être... nous sommes des jumeaux et on se tient, je veux dire, l'un avec l'autre. Donc c'est pour dire que nos pays, et parmi ces 5 pays, ces 10 pays réformateurs, il y a 5 pays de l'espace francophone. Je crois que c'est assez important de dire que nos gouvernants ont pris conscience que sans réforme de l'environnement des affaires, l'investissement privé ne peut prospérer. Les opportunités d'investissement, on pourra en parler. Ceux qui le souhaitent, nous avons un petit stand où on peut vous distribuer des clés qui comportent donc les 94 projets que nous appelons 94 projets d'émergence qui pourront vous édifier. Je passe rapidement donc les potentialités. Le film vous en a parlé suffisamment, mais je m'attarde un tout petit peu sur ces 95 projets.
qui totalise 12 966 milliards. Récapitulé donc ici. Et pour chacun de ces projets, nous avons des fiches projets qui sont disponibles, qui balayent donc l'ensemble, je veux dire, des secteurs d'activité, y compris le social, pas seulement des secteurs économiques, et qui ont besoin aujourd'hui d'investisseurs qui viendront, dans le cadre d'un partenariat public-privé, pouvoir les voir réaliser. Et nous restons donc à votre disposition pour vous les fournir. Je ne saurais terminer cette présentation sans parler donc du RIAFPI. Le RIAFPI, c'est le réseau international des agences francophones de promotion de l'investissement qui sont décidés à se mettre ensemble de sorte à fédérer leurs efforts, à fédérer leurs compétences pour se renforcer davantage en capacité et surtout être à même d'être des bons conseillers d'investissement de leurs gouvernants respectifs pour porter l'investissement privé. Parce que sans l'investissement privé dans nos pays, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de croissance et surtout atteindre les objectifs de recul de la pauvreté. Et c'est dans ce sens que le Sénégal donc, a été membre de cette Assemblée générale constitutive qui a eu lieu l'année dernière. Et je ne pourrai passer sous silence donc cette organisation qui, très bientôt, va se déployer. Merci au passage à la francophonie qui nous a reconnus comme organisation. Et je crois qu'aux prochaines conférences, on aura l'occasion de mieux étaler nos différentes capacités. En conclusion, je dirais que la Côte d'Ivoire a une forte potentialité et de fortes opportunités d'investissement avec d'importantes infrastructures socio-économiques, un climat des affaires en constante amélioration et avec une volonté affichée de contribuer au renforcement des échanges économiques et des investissements dans l'espace francophone. Nous vous invitons donc à nous solliciter pour vos décisions d'investissement en Côte d'Ivoire en allant sur notre site internet www.cpc.ci ou alors en nous visitant juste au premier stand à l'entrée de ce très bel édifice. Merci beaucoup. Très bien, Emmanuel et Moutaga. En fait, je m'étais dit, j'avais pris un pari avec Richard Attias et Ibrahim en me disant que je serais le premier modérateur à ne pas avoir la barrette rouge qui signifie que mon temps est dépassé. Donc, je vais prendre 2 questions. Bien évidemment, par souci d'équilibre, on commencera. Est-ce qu'il y a une dame qui veut poser une question ? On va être élégant. Donc, madame. On commence par madame. Et une deuxième question. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. La dame, voilà, sur la gauche. Donc, et on m'a dit une question sur les ailes, monsieur. Ensuite, vous poserez votre question. Madame, vous posez la question en vous présentant et vous désignez la personne. Normalement, je ne devrais peut-être pas poser de questions. Je suis Madame Dia Aminata de la stratégie de croissance accélérée. Mais c'est pour aider un peu Monsieur Sy à approfondir sa brillante présentation. Je lui demanderai quelle est la place qu'on donne à la valeur à ajouter sur les potentialités de la valeur à ajouter. Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler de croissance sans parler de potentiel de valeur ajoutée. Et quelle est la place de l'innovation qu'on donne dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'investissement au Sénégal. Ça, c'est pour monsieur. Et en Côte d'Ivoire également, hein. Parce que ce sont des niches à couvrir. Très bien. Dernière question, monsieur. Donc, bonjour, donc, je suis Badouba, je suis un Sénégalais, je suis directeur du Business Development du groupe RedMed qui est en Algérie. Donc, ma question portait en général sur la francophonie et le rapport que les pays d'Afrique subsaharienne ont avec le Maghreb. On voit souvent des investisseurs et des hommes d'affaires, des cadres maghrébins venir travailler en Afrique subsaharienne, mais on voit rarement des entreprises africaines se développer au Maghreb et puis même des cadres trouver des positions confortables au Maghreb. Maintenant, c'est un sujet qui est souvent tabou et je ne sais pas pourquoi est-ce que même le Maghreb a été un peu sous-représenté ici, mis à part nos amis marocains, bien sûr, qui sont des amis traditionnels du Sénégal. Voilà. Très bonne question, merci. Ce qu'on va faire, monsieur, si vous allez répondre, Moutaga, tu vas répondre à la question de madame. D'accord. Pour commencer. Merci, merci Madame Dia. Je pense que votre question, je vais la reformuler pour être sûr que je l'ai bien comprise.
vous parlez de la place réservée à l'innovation dans le plan Sénégal émergent, ou en tout cas dans le portefeuille de projets sénégalais. Je vais simplement répondre avec un exemple concret, pour ne pas rentrer dans des déclarations d'intention. J'ai fait mention de la zone économique spéciale intégrée, donc de 718 hectares qui vient s'adosser au nouvel aéroport international Blaise Diagne. Dans cette zone, le plan stratégique qui a été défini, c'est de réserver les 3 quarts de la partie nord de cette zone dans des projets d'innovation et notamment dans l'économie numérique et la création de nouvelles entreprises. J'ai fait mention tout à l'heure de la Silicon Valley. Donc un exemple de Silicon Valley au Sénégal, c'est porter des projets sur l'innovation et aussi à l'APIX, dans les projets que nous portons au niveau du Conseil présidentiel de l'investissement, il y a un groupe de travail qui planche constamment sur comment promouvoir l'innovation au Sénégal. Et mieux, de manière concrète, au Sénégal, la création d'entreprises qui aujourd'hui est possible de se faire en un jour, les raisons qui ont fait qu'on a gagné ces places, c'est sous 3 aspects. Le premier aspect, c'est la durée, donc le temps qu'on passe pour exécuter la procédure. Ça n'a rien à voir avec votre question. Le deuxième axe, c'est le nombre de procédures qu'il faut dérouler, donc à travers le guichet unique. Le troisième axe, c'est la réduction du montant nécessaire pour créer une entreprise. Avant, il fallait dépenser 1 million pour créer son entreprise au Sénégal. Aujourd'hui, avec 100 000 francs CFA, c'est possible de créer une SARL officiellement au Sénégal. On a fait ça parce que nous avons pensé à des jeunes porteurs de projets qui n'ont pas les moyens de créer eux-mêmes leurs propres entreprises. Et mieux, le Sénégal a mis en place des organes de financement de l'investissement pour appuyer les porteurs de projets afin de dérouler des projets d'innovation. C'est le fonds GIP, le fonds de garantie pour les investissements prioritaires. C'est aussi la Banque nationale de développement économique. Et je reviens maintenant vers vous. La stratégie de croissance accélérée qui a fait un travail extraordinaire au Sénégal sur les différents axes des filières productives appuie les porteurs de projets dans l'innovation. C'était le piège de votre question. Je pense que j'ai bien répondu. Merci. Bien. La deuxième question, c'était celle du monsieur, liée au fait que pourquoi on ne voyait pas des entrepreneurs ou des entreprises du Maghreb, comme vous avez dit ici. Avant qu'il ne réponde, je voulais quand même apporter une précision. Vous avez dit les entreprises du Maghreb investissent en Afrique. Mais le Maghreb est en Afrique, le Maroc est en Afrique, l'Algérie est en Afrique. Je ne pense pas qu'on doit faire une seule différence entre tous les pays africains parce qu'on porte le même nom. Maintenant, monsieur va répondre. Écoutez, je crois que la question de Mandam est un peu liée à cette préoccupation. Quand on parle d'émergence, je crois que l'une des visions de l'émergence, c'est d'être capable d'avoir des économies qui exportent non seulement des produits finis, qui exportent des connaissances, qui exportent des capitaux. Et exporter des connaissances, c'est ce qui veut dire qu'on a eu à les développer, ces connaissances. Et que forcément, on a eu à pouvoir développer des capacités en termes d'innovation, de création, de transformation de nos industries, de technologie et tout ça. Donc je crois que la mouvance dont nous parlons en termes d'émergence inclut forcément la dimension d'innovation, mais aussi la dimension d'être capable de pouvoir aller investir dans d'autres pays avec des capitaux et des technologies. Très bien, on a dépassé ce léger temps. Je tenais juste à conclure sur un point avec vous, avec une dernière question. On voit les communications de la CPC, de l'APIX dynamiques, mais on a toujours l'impression que cette communication est tournée à l'extérieur du continent. Très bien, aujourd'hui, grâce à cette conférence, nous sommes sur le continent. Est-ce que vous avez une volonté, une démarche, pourquoi pas, d'aller présenter ces beaux films en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou dans d'autres pays africains? Pourquoi vous n'êtes pas moteur de l'incitation de l'investissement des Africains entre l'Africain? Je réponds à la question simplement pour probablement mettre à jour donc, votre niveau d'information sur le sujet.
au mois de mars dernier, j'étais parti avec mon collègue de la Côte d'Ivoire à Ouagadougou, où on a présenté les opportunités d'investissement de la sous-région à nos API sœurs et aux investisseurs africains. Le Sénégal a bien compris cette disposition et nous avons mis en place au Sénégal, depuis maintenant 1 an, des chefs de bureau économique au niveau des pays africains. Ce n'était pas le cas auparavant. Son Excellence le Président Macky Sall a nommé le premier chef de bureau économique du Sénégal en Afrique du Sud. On a aussi un chef de bureau économique au Sénégal, au Maroc. Donc Son Excellence a été au Maroc récemment et le chef du bureau économique du Sénégal, qui est au Maroc, nous a fait rencontrer 70 investisseurs marocains avec lesquels donc, on a présenté les projets du Sénégal. L'inauguration ou la pose de première pierre que nous avons illustrée sur la vidéo, c'est la cité de l'émergence à Dakar et les investisseurs majoritaires de ce projet, c'est des investisseurs marocains. Donc on a un regard attentionné sur l'investissement africain. Merci. Merci pour cette clarté. Emmanuel, tu peux rajouter un dernier mot, le mot de la fin. Quand on parle d'investissement direct étranger, l'étranger se définit par rapport à ce qui est hors de la Côte d'Ivoire, hors du pays concerné. Donc les Africains sont concernés. Le RIAFIN dont je vous ai parlé est une plateforme. Mon collègue tout à l'heure parlait de Ouagadougou, mais l'UMOA a été présenté l'ensemble des opportunités d'investissement aux investisseurs saoudiens, de Dubaï tout récemment. Et nous avons participé. Non, il existe des initiatives. C'est vrai que souvent, quand on parle des API, on croit que c'est tourné vers l'investissement étranger. Mais il est important de dire que l'investissement national est au cœur de nos stratégies. Sans développement de PME, sans développement d'entrepreneuriat national, nous aurons fait des progrès au niveau attraction de l'investissement, mais on n'aura pas progressé au niveau économique. Très bien. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette présentation. Je voulais juste vous rappeler une dernière chose. Chacun d'entre vous présent dans cette salle doit être acteur de ces investissements. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner et à vous battre pour obtenir ces marchés, quel que soit votre rôle d'entrepreneur.